Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais vous remercier d'avoir la possibilité de nous rencontrer assez vite et surtout pendant le mois de Ramadan. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Monsieur Igor Prikhotko. Je suis chef de la section économique de l'ambassade. Récemment, je suis nommé chargé d'affaires d'Ukraine au Maroc. Au début, je voudrais bien sûr vous informer à propos de la situation actuelle en Ukraine, à propos de la guerre, et après, deuxième partie, ça sera consacré au développement des relations bilatérales, surtout économiques. Alors, Malgré la guerre en Ukraine, nous sommes intéressés à développer la coopération économique, politique et celle de l'éducation avec le Maroc, avec lequel nous entretenons depuis longtemps des relations d'amitié et de partenariat. Je voudrais commencer notre conversation aujourd'hui à partir de l'information sur la situation actuelle en Ukraine. Aujourd'hui, il est 49e jour de la guerre en Ukraine. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une guerre défensive pour l'Ukraine. Nous protégeons notre terre, nos familles, nos maisons. L'agression de la Russie contre l'Ukraine est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La brutalité de l'armée russe contre la population civile, je souligne contre la population civile, a déjà dépassé la brutalité des nazis allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous voyons des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, un génocide du peuple ukrainien. Vous avez déjà vu peut-être à l'entrée de l'ambassade des crimes de soldats russes à Boutcha, une banlieue de Kiev. Merveilleuse, c'est une ville merveilleuse, station balnéaire située dans la forêt à côté de Kiev. Mais comme on dit chez nous, il vaut mieux voir une fois que d'attendre centaines fois. Nous allons vous démontrer quelques vidéos. Je voudrais vous prévenir que ces vidéos sont assez choquantes. Nous avons parlé avec mes collègues, est-ce qu'il vous faut montrer ces vidéos et photos ou non. Après, nous avons décidé de montrer parce que tout le monde devrait savoir ça. Et si vous avez besoin, après, nous pouvons vous transmettre toutes les vidéos et toutes les photos que nous allons démontrer aujourd'hui. Il s'agit de vidéos, nous allons montrer des vidéos les plus choquantes de ce qui se passe en Ukraine, en particulier dans la ville de Mariupol, que les Russes veulent effacer de la surface de la terre, et à propos de la ville Boutcha, et en principe ça se passe dans de nombreuses villes en Ukraine. Alors, ici les gens ramassent les corps des gens morts dans les villes de Boutcha. Aujourd'hui, nous avons ramassé quinzaine de corps dans les rues. Ce sont les gens avec les mains bloquées, avec les... qui sont tués. Les habitants demandaient, les soldats, permettez-nous de prendre les corps des personnes mortes pour les enterrer, mais les soldats russes n'ont pas permis de faire ça. Ils ont dit qu'il fait froid encore, ils peuvent laisser comme ça. Aujourd'hui, on a ramassé trentaine corps, en total 330 parmi quelques jours.
просились до нього. Цифра 340 340 personnes, dit monsieur, à Boucha. À peu près, nous avons ramassé. Ще десь 20 агресивно завтра точно. Багато кого дзвонили в воротах на дворах. Démission. Démission, vous avez dit. Vous avez des démissions, 340. Ils ont ramassé 340 personnes, 340 personnes dans la ville de Boucha. Mais il s'agit des gens qui sont juste sur la rue. Il y a eu beaucoup d'inhumations juste à côté des maisons, dans la terre, dans les jardins. Alors, vidéo suivante. Voilà. La rue, les corps des personnes mortes, tout simplement sur la rue. Il y a eu beaucoup de corps, mais on a ramassé déjà parce que c'est les soldats qui font filmage. Voilà. C'est pas le cimetière, c'est juste un entrepôt où on fait le stockage des corps. Voilà. Dans les sacs de polyéthylène, parce qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre chose. Сейчас я нахожусь в городе Буча. Вот Une autre vidéo, ville de Boucha, voiture civile. Внутри мертвый человек. Un tank russe a passé à travers cette voiture. Le chauffeur est dedans. Сожженные, Ça, c'est les voitures. раздавленной бронетехникой. Погибли гражданские люди. Здесь видно, что российские военные преступники просто давили и убивали всех, кто попадался им на пути. Вот там я. И здесь прям человек, мертвый человек, Le corps. которого раздавили в этой машине. Вот он остался за рулем. On n'a pas tué, tout simplement le tank a passé sur la voiture. sur la voiture. Une autre vidéo, un jardin, maison privée, terrain. Alors, on trouve une personne tuée. Voilà, tank russe. On tire sur les bâtiments civils. Plusieurs personnes blessées, les enfants. Les médecins sont choqués. Une mère pleure pour son enfant. Il parle russe. Oui. Il parle russe. Là-bas, il parle russe, oui. À Mariupol, il parle russe. Ah, pas ukrainien. Non, il comprend, il parle, mais il y en a des gens, la majorité parle russe là-bas. La langue officielle ukrainienne. Tout le monde comprend les deux langues, mais la majorité là-bas parle russe. Я хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Так, все зупиняємо. Ого!
Alors, je répète, nous avons vous montré seulement quelques vidéos qui, disons, acceptables pour les montrer. Nous n'avons pas vous montré les vidéos de scènes de sadisme, etc., que font les soldats russes. Alors, je souligne que la brutalité sans précédent de l'armée russe pose la question de traduire en justice les responsables de ces crimes. Ils seront tous jugés devant un tribunal international. Le travail à ce sujet est déjà commencé avec le procureur général d'Ukraine et bien sûr avec, ensemble avec des experts internationaux de plusieurs pays. Mais pour arrêter l'agresseur russe et sauver la vie de milliers de citoyens ukrainiens, l'Ukraine a besoin d'un soutien international à tous les niveaux. Nous avons besoin d'armement, de l'aide humanitaire et des sanctions sévères contre la Russie. Il est nécessaire d'arrêter tout le commerce avec l'agresseur pour que la Russie ne puisse pas financer cette guerre. Toute coopération avec la Russie lui donnera le faux signal que ces crimes sont tolérés. Mais l'arrêter l'agression n'est pas possible que par les efforts communs de toutes les communautés internationales. S'il n'est pas leur arrêté aujourd'hui, ils vont passer encore plus loin. Après tout, l'agresseur avance toujours autant qu'il est autorisé. Donc je répète, il nous faut des armes, de l'aide humanitaire et des sanctions sévères contre la Russie. Cependant, malgré tout cela, le peuple ukrainien et les forces armées ukrainiennes s'opposent courageusement et avec confiance à l'agresseur russe. Je vais vous montrer les dernières statistiques des pertes de l'armée russe. Дайте там статистика называется. Alors, statistique. En date d'aujourd'hui, nous avons détruit à peu près 19 800 personnes des soldats russes. Presque 20 000. Ce sont les gens déjà tués. Encore à peu près 30-40 000 des soldats sont blessés et ne peuvent plus continuer leur combat, participer à la guerre. Nous avons détruit 7039 tanks. 700 739. Nous avons détruit 1964 véhicules blindés de combat, 358 systèmes d'artillerie, 150 systèmes de fusées multiples, 64 systèmes de défense aérienne, 158 avions, 143 hélicoptères, 133 drones de niveau tactique, 1429 véhicules, 76 cisternes avec l'essence, 7 bateaux, 25 pièces de la technique spéciale, 4 systèmes de missiles portatifs. Pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire cette quantité, je vais vous montrer une vidéo. Je voudrais vous dire en quelques mots ce qui est caché derrière ce chiffre. Alors, nous avons battu 739 tanks. À titre indicatif, les pays européens suivants ont les quantités de tanks suivantes. L'Hongrie, 176. La Tchéquie, 116. La Croatie, 72. L'Autriche, 53. Slovénie, 44. Slovaquie, 20. Alors, 6 pays ensemble ont seulement 480 tanks. Ces pays, 6 pays européens, ont à peu près 500 tanks. Et nous avons déjà détruit 739. Vous voyez quelle est la puissance.
Bon, on va passer à la deuxième partie de notre rencontre aujourd'hui. Je voudrais dire que malgré la guerre, l'Ukraine ne laisse pas son rôle du garant de la sécurité alimentaire dans le monde. En raison des actions militaires de la Fédération de Russie en Ukraine, une crise humanitaire de grande ampleur va commencer dans le monde dans un avenir proche. Outre l'Ukraine, la crise commence à affecter de nombreux pays qui importent des cultures céréales. 400 millions de vies au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie sont menacées par un accès instable à la nourriture, la malnutrition et la famine. Le blé et le maïs sont des produits clés pour la sécurité alimentaire mondiale. Ces cultures représentent près de 30% de toutes les calories, donc de tous les aliments consommés dans le monde. Les exportations ukrainiennes représentent environ 9% de tous les blés dans le monde, 16% de tout le maïs et 55% de tout l'huile de tournesol dans le monde. Une miche de pain sur 10 dans le monde est conçue à partir de céréales cultivées par les Ukrainiens. 60% des produits agricoles sont exportés par les ports maritimes ukrainiens. En raison de l'agression militaire de la Russie, les exportations de produits alimentaires ukrainiens sont actuellement partiellement suspendues. Les invaseurs russes bloquent les ports ukrainiens et détruisent délibérément les machines agricoles. Les principaux importateurs des produits agricoles ukrainiens sont le Moyen-Orient, Afrique du Nord et l'Asie, à savoir l'Égypte, le Yémen, Israël, l'Indonésie, le Bangladesh, l'Éthiopie, la Libye, le Liban, la Tunisie, le Maroc, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Ce sont des régions où la question de la sécurité alimentaire est extrêmement aiguë. Environ 400 millions de vies dépendent de l'approvisionnement en céréales de l'Ukraine. Si la guerre continue, l'Ukraine ne sera pas en mesure d'approvisionner le monde avec les 6 millions de tonnes de blé et les 15 millions de tonnes de maïs restants de la dernière récolte et ne pourra pas s'aimer et récolter complètement cette année. L'état actuel en Ukraine concernant la nourriture. Les cultures d'hiver, y compris le blé d'hiver, ont déjà été semées et leur état actuel est satisfaisant. Cependant, en l'absence de fertilisation en temps opportun, les rendements seront considérablement diminués. Les semis de culture de printemps, maïs, l'orge fourragère, le tournesol, devraient normalement commencer au mois de mars-avril. Ils peuvent donc encore être effectués si la Russie met fin à la guerre dans les prochaines semaines. Mais même dans le cas, le manque de semences, de carburant et d'énergie réduira considérablement la production et les exportations. Un important déficit de la production et des exportations de céréales ne peut pas être évité. En raison de la réduction attendue des rendements, la probabilité d'exportation de l'Ukraine au cours de la campagne de consommation actuelle est faible. Si la guerre prend fin dans les prochaines semaines, il restera une partie de la production. Dans le pire des cas, c'est-à-dire si la guerre se poursuit, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'exportation de l'Ukraine au cours des 2-3 prochaines années. En raison de l'importance des volumes d'exportation perdus, un remplacement complet par d'autres fournisseurs est peu probable. En conséquence, une augmentation significative des prix mondiaux des céréales est attendue comme suit. À court terme, en 1-2 semaines, dès le début de la guerre russe en Ukraine, le prix de blé ont grimpé à peu près de 26-30%, soit environ $85 par tonne. À moyen terme, l'arrêt des exportations de l'Ukraine pourrait entraîner une nouvelle hausse de prix. Nous, approximativement, les prix ont grimpé déjà à peu près 50%.
Alors, ce que nous pouvons faire dans cette circonstance, dans cette situation, il est urgent d'arrêter Poutine, d'arrêter la guerre et d'arrêter le terrorisme alimentaire. À cette fin, nous appelons tous les gouvernements à fournir à l'Ukraine des armes, des équipements de protection, des munitions, des carburants et tout ce qui est nécessaire pour arrêter l'armée russe. Imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine pour cesser le bombardement des civils par la Russie et assurer la sécurité des infrastructures importantes telles que les centrales nucléaires et les infrastructures de production alimentaire. Contribuer au renforcement du système de défense aérienne de l'Ukraine, notamment en fournissant des avions militaires. Imposer des sanctions économiques drastiques contre la Russie. Arrêter tout le commerce avec la Russie, arrêter tout l'investissement ainsi que toute coopération économique et militaire avec l'État terroriste. Voter pour l'exclusion de la Russie de toutes les organisations internationales. Toute autre initiative visant à arrêter la guerre, à chasser les occupants et à permettre à l'Ukraine d'organiser une campagne d'ensemencement contribuera à renforcer la sécurité alimentaire au niveau mondial. En fait, la campagne d'ensemencement a déjà commencé en Ukraine. Selon les prévisions de nos experts, selon l'état actuel des choses, nous allons semer à peu près 70% des champs prévus pour ces fins en Ukraine. C'est absolument suffisant pour notre consommation à l'intérieur du pays. Et nous pouvons même exporter quelque chose, telle ou telle quantité de céréales. Je voudrais vous montrer encore une vidéo pour que vous puissiez vraiment comprendre la différence entre l'Ukraine et la Russie, la différence entre les deux idéologies, la paix et la prospérité d'un côté et la guerre et la destruction de l'autre côté. Cette vidéo, si possible, dans Mariupol. У бронежилеті аграрії на Запоріжжі рятують посівну кампанію. Попри близькість до лінії фронту, лише 30 кілометрів, почали висаджувати соняшник та сочовицю. Перед роботами поля перевіряють сапери. Інакше небезпечно. До того ж, навколишню територію постійно обстрілюють російські війська. Такий героїзм аграрії виправдовують. Il est difficile de travailler parce qu'il y a partout des mines russes sur les champs et ça fait un risque pour les agriculteurs. Et toujours il y a des bombardements. Voilà. Messieurs, avec le gilet de protection, travaillent. Voilà, mine, juste sur le champ. З Смерча прилетів рядом біля нашого поля. На одному полі зліпли порядка 50 боєголовок таких. On a retiré à peu près 50 pièces comme ça sur leur champ où ils travaillent. Mais ils sont conscients qu'il faut continuer de travailler. Nous risquons, nous travaillons. Voilà. Je voudrais vous expliquer peut-être en quelques mots pourquoi il y a le problème avec les céréales et des autres produits alimentaires et pourquoi ça pose le problème pour tous. À cause de la guerre en Ukraine, à cause du terrorisme alimentaire de la part de la Russie, une suffisance de la proposition de céréales au marché mondial pousse les prix en haut dans le monde. Si la Russie par exemple, si la Russie lance sur l'Ukraine un missile qui coûte entre 1,5-6 millions de dollars, un missile coûte à peu près comme ça, entre 1,5 jusqu'à 6 millions de dollars américains. Et ce missile détruit un élévateur à graines avec quelques centenaires de blé. Comment nous pouvons appeler les dirigeants de la Russie, comment nous pouvons appeler la Russie? Non, vraiment, c'est un terroriste alimentaire. De toute façon, tous les pays sont obligés de payer pour l'alimentation beaucoup plus cher qu'avant. Mais pourquoi? Pourquoi il faut faire comme ça? Pourquoi il faut agir comme ça? Juste à cause de la volonté d'une personne à Kremlin. Au lieu d'investir l'argent
à la construction des routes, des écoles ou des maisons, le Maroc doit payer presque 2 fois plus cher pour la nourriture. Car une personne en Russie, un fasciste, lui, il veut seulement pour que ce soit comme ça. Je voudrais souligner que nous sommes prêts à discuter avec le Maroc notre futur commun. Nous avons déjà transmis nos propositions concrètes à la partie marocaine à ce sujet et les autres. Pour la nourriture, peut-être c'est tout. Aussi, je voudrais dire quelques mots après un autre aspect assez important de nos relations bilatérales, à propos des étudiants, à propos des études en Ukraine. Les établissements d'enseignement supérieur ukrainiens représentent progressivement leur activité. En fonction de la situation sécuritaire, selon chaque région, les établissements d'enseignement supérieur reprennent le processus d'études en format à distance ou celui mixte. À cet égard, le ministère de l'Éducation et des Sciences de l'Ukraine informe que les étudiants étrangers peuvent, eux aussi, poursuivre leurs études dans leur établissement d'enseignement supérieur ukrainien en format à distance ou à celui mixte. La certification des candidats à la formation supérieure est effectuée selon la procédure établie par chaque établissement concret d'enseignement supérieur ukrainien. Au cours de l'année académique 2021-2022, la certification des candidats à la formation supérieure au deuxième niveau, master, pour les spécialités du domaine de l'enseignement, numéro 22, santé publique, ce qui est plus populaire au Maroc, si après candidat à la formation supérieure sera effectué comme suit. La première étape de l'examen d'état unifié de qualification pour les candidats à la formation supérieure, il s'appelle CROC 1, n'a pas lieu et sera reportée vers l'année académique suivante. L'admission des candidats à la formation supérieure de la troisième année d'études vers l'année suivante doit être basée sur les résultats de la mise en œuvre réussie du programme d'études requis. La deuxième étape de l'examen d'état unifié de qualification CROC 2 pour les candidats à la formation supérieure lauréats de l'année 2022 est annulée. La principale forme de certification de lauréat à la formation supérieure en 2022 se résume à l'examen de qualification complexe axé sur les stages qui sera organisé à temps plein ou à distance par les établissements d'enseignement supérieur. Si l'établissement d'enseignement supérieur se situe dans la zone des hostilités, il n'est pas en mesure d'assurer les conditions appropriées et sûres pour un tel examen. Le certificat de la formation supérieure, sur l'accord du ministère concerné qui gère un tel établissement d'enseignement supérieur, sera effectué en fonction des résultats des candidats à la formation supérieure par rapport aux exigences du programme. Parce qu'il y a des pays qui subventionnent l'Ukraine au niveau d'armes et au niveau des... Oui. Est-ce que ces subventions ne sont pas suffisantes? Ils ne sont pas suffisants et surtout la plupart de nos partenaires européens, des États-Unis, etc., jusqu'au présent, ils ont donné pour l'Ukraine seulement l'armement de protection. Mais nous avons besoin vraiment l'armement d'offensive, disons, plus fort, l'armement blindé, les tanks, les avions, etc., pour que nous puissions vraiment combattre la Russie. C'est-à-dire, pour l'instant, ce n'est pas suffisant, mais la situation se change chaque jour. Même vous avez entendu peut-être les derniers événements en Allemagne. C'est-à-dire l'Allemagne va nous donner les tanks, ce qui n'était pas prévu en avant. C'est-à-dire maintenant nous attendons l'arrivée d'armements beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissants, etc. Mais c'est toujours pas suffisant. C'est toujours, nous avons besoin de plus. Nous, concernant l'ambassadrice, oui, il y a eu une décision de notre président. Je ne peux pas beaucoup discuter cette décision parce que c'est la décision de notre président qui est actuellement commandant de toute l'armée ukrainienne. Nous sommes en état de guerre, nous sommes tous les soldats.
On a eu la décision comme ça. Ce n'était pas, disons, une décision concernant le Maroc. Il y a eu des autres pays. Voilà, c'est comme ça. Madame l'ambassadrice est actuellement au Maroc. Elle va partir bientôt en Ukraine si la situation sera sécurisée ou bien vers un autre pays. Deuxième partie de votre question, le message. En fait, quel message? J'ai répété déjà quelques fois ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de soutien de toute la communauté internationale et surtout soutien du Maroc. Toutes nos propositions sont déjà transmises, ils sont à la table de la partie marocaine. Nous sommes prêts à discuter à tous les niveaux, même à haut niveau, le développement de nos relations bilatérales au futur, etc. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts à parler, à discuter. Voilà. Dans ce cadre de l'ambassadrice, le président a fait fin à la mission de l'ambassade au Maroc. D'autre part, vous avez dit que nous sommes prêts à négocier avec le Maroc. Comment vous voyez ces négociations, puisque l'ambassade diplomatique, il n'y a pas au Maroc? L'absence de l'ambassadeur ne pose pas le problème pour le développement des relations bilatérales. C'est une situation assez courante. Par exemple, ici au Maroc, il y a beaucoup de pays du monde qui n'ont pas d'ambassadeur. Par exemple, les États-Unis, ils n'ont pas d'ambassadeur depuis longtemps. Ça n'empêche pas au Maroc et aux États-Unis d'avoir les bonnes relations bilatérales, disons. Chez nous aussi, le même cas. Il y a d'autres mécanismes, disons, il y a moi chargé d'affaires, il y a les pourparlers, il y a des négociations, il y a des visites, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, disons. Voilà, c'est comme ça. Oui. La guerre en Ukraine, de votre point de vue? C'est difficile de faire les pronostics, les prévisions. Nous sommes conscients et nous sommes braves. Tout le peuple ukrainien est uni avec l'armée ukrainienne. Nous pensons de combattre la Russie, en bref. Ça peut prendre quelques temps. Disons, sans doute, nous allons le combattre, parce que l'armée russe est démoralisée. Absolument démoralisée, ils ne veulent pas participer au combat, etc. Par contre, tout le peuple ukrainien est brave et il veut faire participer au combat. Je vais vous donner un exemple. Il y a le nombre de l'armée ukrainienne, tel ou tel, par exemple, disons une centaine de personnes. Mais il y a 600 personnes qui veulent rentrer à ce poste. C'est-à-dire le nombre de personnes qui veulent participer au combat, d'être nommées comme d'être acceptées à l'armée, est 6 fois plus que pour l'instant nous pouvons accepter, disons. Le président russe, Poutine, a mis des recommandations pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, vu que le président ukrainien il n'a pas accepté ces recommandations. Non, pas du tout. Toutes ces choses, la propagande russe, il ne faut pas croire ce que dit le président russe. C'est un genre, nous considérons ça comme un genre de pression. Il y a les négociations régulières entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu déjà quelques étapes de ces négociations en Biélorussie, en Turquie, etc. Il y a eu des propositions ukrainiennes qui étaient acceptées pendant ces négociations.
Maintenant, ils réfléchissent comment réaliser et de temps en temps, on paraît à la presse des déclarations des dirigeants russes essayant de faire une pression, telle ou telle influence à ce processus. Mais nous ne l'acceptons pas, nous ne le prenons pas en considération. Merci. Voilà. C'est tout.